life, cette fois-là il fallait y aller, fallait y aller, fallait y aller. I waited all my life, cette fois-là il fallait y aller, fallait y aller, fallait y aller. Oh yeah. I waited all my life, cette fois-là. Et oui, fallait aller. Bonsoir à tous et bienvenue à Radio Tom pour l'émission Le temps d'une quarantaine. Aujourd'hui, un gros programme quand même. On a su beaucoup de choses dans les dernières heures. Donc, une émission très occupée. Et je suis très content de ce que je vous ai préparé aujourd'hui. Alors là, ça devrait être moins long pour le délai de partir. Hier, là, j'ai eu un petit problème avec mes chansons, mes extraits de point de presse. Là, ça avait tout fermé dans ma fax. Il fallait tout que je refasse en parlant. Peut-être que vous avez remarqué que c'était un petit peu moins vite que lundi. Donc, aujourd'hui, le planning, je vais faire un tour d'actualité comme dans les autres journées. Aussi, on va avoir Louis-Philippe Beauchemin qui va être avec nous, mon oncle travailleur social, qui lui est travailleur social à la CNESST et qui va venir nous parler un peu de comment est-ce qu'il vit ça, lui, le coronavirus et la quarantaine et tout ça, ainsi que comment est-ce qu'avec son travail ça marche un peu, est-ce que les gens sont anxieux et tout ça. Je vous réserve ça pour 20h15. Alors, vu qu'on a beaucoup d'actualités, mais autant tout de suite commencer. On va commencer par ce qui a été annoncé aujourd'hui par notre gouvernement québécois. Bon, je vais un petit peu me calmer ma voix parce qu'on a eu des mauvaises nouvelles. Malheureusement, on a appris qu'il y a eu 2 nouveaux décès au Québec. Donc, on est rendu à 6 décès, malheureusement. Donc, on est rendu à 1339 cas au Québec. Quand même, le Québec occupe là, 41% des cas au Canada. Parce qu'au Canada, il y a 3306 cas. Et Québec en occupe quand même 1339. Donc, c'est quand même beaucoup. Il y a une augmentation de 326 cas comparé à ailleurs. Donc, malheureusement, on est rendu la province la plus touchée et pas à peu près comparé à l'Ontario et à la Colombie-Britannique, qui étaient quand même les 2 provinces les plus touchées au début. On a appris que sur ces 1339 cas-là, au total, il y en a 78 qui sont hospitalisés, 35 qui sont aux soins intensifs, alors qu'eux, c'est un petit peu plus sérieux. Aussi, j'ai appris de quoi, ça je ne l'ai pas noté, mais je savais de me revenir en y pensant. On a appris aujourd'hui qu'il y a un homme de 36 ans qui a été émis aux soins intensifs pour le coronavirus. Donc, ceux qui se disent « Ah, je suis jeune, il peut rien m'arriver, le pire c'est que je contamine quelqu'un dans danger », non, c'est pas vrai. Justement, cet homme-là, de 36 ans, qui malheureusement, aux soins intensifs, on lui souhaite qu'il se rétablisse très bientôt, tout ça. Donc maintenant, ça ressemble un petit peu à ce qui a été annoncé par notre gouvernement québécois, mais avant, je vais vous faire entendre ce que dit le premier ministre Legault. J'ai trouvé ça très encourageant, dans le fond. Ce qu'il voulait dire aujourd'hui, c'était comme, écoutez, c'est ce qu'on a, tout est fermé, donc les grosses annonces, je pense qu'on en aura plus pendant un petit bout. Je veux dire, la ville est morte. Là. Juste si vous avez vu sur mon Facebook que j'ai partagé une vidéo de Pierre Jobin, c'est comme une vue aérienne de la ville de Québec. J'ai partagé ça ce matin, puis on voit que la ville de Québec est totalement morte. Donc, ça risque de ressembler à ça dans les 3 prochaines semaines jusqu'au 13 avril, quand je vous annonce, je l'avais dit lundi, mais je vous le redis si vous l'aviez oublié. Tout est fermé, excepté les services essentiels. Donc, SAQ, je sais pas pourquoi je commence par SAQ. Épicerie, SAQ, les pharmacies aussi, évidemment les hôpitaux. C'est quand même très important si quelqu'un est atteint par le COVID-19. Donc, ce qu'il a voulu dire M. Legault, c'est qu'aujourd'hui, là, il dit on est en train de livrer une bataille historique, puis on va la gagner, cette bataille-là, puis nos petits-enfants, dans le fond, nous, les jeunes, on va encore s'en rappeler dans 20 puis 50 ans, puis c'est vrai, puis je pense que plus tard, nous, ce qu'on va dire, en tout cas, je parle à ceux qui ont mon âge, c'est que plus tard, quand on va avoir l'âge de nos grands-parents, on va pouvoir dire à nos petits-enfants, je l'ai vécu cette crise-là, puis regarde, c'est quoi qu'on a fait, puis on a réussi à pas tout se contaminer, puis on va essayer d'avoir le moins de morts possible. T'sais, malheureusement, on en a déjà 6, mais si on peut éviter d'en avoir plus que 6, ça serait très bien. Donc, ce que dit M. Legault, là, j'ai adoré ce qu'il a dit. Donc, je fais entendre un extrait du point de presse, le bout qu'il a dit dans le fond que c'était une bonne bataille, puis qu'il était confiant qu'on allait la gagner. Alors, je vous fais entendre ça tout de suite. Donc, je conclue en vous disant, on a actuellement de 8,5 millions de personnes pour combattre le virus. Et ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. Puis on va en parler longtemps. Hein? Nos petits-enfants, dans 20 ans, dans 50 ans, vont se rappeler comment le peuple québécois a réussi, ensemble, à gagner la bataille. Donc, c'est une grosse bataille qu'on mène, là, puis on va être fiers de l'avoir gagnée, puis moi, je suis convaincu qu'on va la gagner. Donc, je conclue en vous disant, on a actuellement
une espèce d'armée de 8,5 millions de personnes. Ça. Bon, comme vous avez pu l'entendre, le premier ministre Legault qui dit « Je suis confiant qu'on va la gagner cette bataille-là, puis on va la gagner, puis ils vont le rencontrer... Dans le fond, nos petits-enfants, ce qui veut dire, c'est nous, les jeunes, on va pouvoir le raconter à nos enfants et nos petits-enfants qu'on a vécu, qu'on a réussi à le combattre, ce virus-là. Parce que oui, on va le combattre, faut rester positif, faut continuer à se dire oui, on va l'avoir, oui, ça va être dur peut-être financièrement suite à ça, tout ça, mais pensez à la santé de tout le monde avant. Restons chez nous, là. Faites pas comme Donald Trump qui regarde. Vous savez que Donald Trump, je le déteste pas, mais ce qu'il dit hier, là, j'ai vraiment détesté de dire faut que l'économie passe avant, regardez là. J'aime bien ce que M. Legault dit, qu'on va le combattre ce virus-là, puis après ça, on va s'en rappeler qui est confiant. Donc vraiment, le M. Legault, un excellent leader. Maintenant, on va aller du côté d'Ottawa, donc un petit peu plus loin, chez notre province voisine. Cette nuit, parce que c'était supposé se terminer hier à 4h30, donc c'était supposé durer à peu près 4h, 4h30, la Chambre des communes. Dans le fond, c'est là où est-ce que le député siège, donc il y a le Parti libéral, le Parti conservateur, le Bloc québécois, NPD, etc. C'est là que tous les députés du Canada siègent. Ils devaient faire passer un projet de loi pour donner 82 millions d'aide, dans le fond, à ceux qui vont demander l'assurance-emploi, donc le chômage, parce qu'on sait qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont le demander. Puis c'est normal, parce que je veux dire, toutes les entreprises ferment, donc tout le monde risque d'avoir besoin du chômage, en tout cas beaucoup de gens. Donc, ils étaient supposés faire voter ça, puis en l'espace de 4 heures l'accepter. Finalement, le gouverneur libéral a comme voulu profiter de son pouvoir politique pour dire, ben regarde, nous autres on va faire tout passer avant. Donc finalement, il y a, excusez-moi, ils ont voulu faire passer ça en se disant, bon, que nous autres on est au pouvoir, fait qu'on va mettre ce qu'on veut. Le Parti conservateur et le Bloc québécois, eux, ont dit, ça n'a pas de bon sens, tu penses vraiment qu'on va accepter ça, Justin? Et donc finalement, ça n'a pas passé. Et ça a été très long, mais finalement, vers 5-6 heures ce matin, ils se sont entendus, oui, quand même 18 heures de délibération pour 82 millions aux Québécois. On se rend compte, c'est quoi un gouvernement minoritaire? Ben c'est ça. C'est un gouvernement majoritaire au Québec, on l'a avec la CAQ. Ils peuvent décider tout ce qu'ils veulent. C'est ça qui est malheureux quand on a un gouvernement minoritaire. Faut que ça s'ostine, on se cachera pas que les partis vont pas toujours s'entendre. Tu sais, je veux dire, le Bloc va jamais s'entendre, admettons, avec les pourraient s'entendre avec les conservateurs, mais les conservateurs puis le Bloc, ça me surprendrait qu'ils s'entendent avec les libéraux super facile. Tu sais, le Bloc veut le bien du Québec, les conservateurs sont beaucoup plus à droite que nos libéraux. Donc c'est ça, tu sais, c'est par exemple le Parti vert pourra jamais bien s'entendre avec le Parti conservateur. Donc malheureusement quand on a un gouvernement minoritaire, c'est discuter. Malheureusement ce matin, au point de presse, M. Trudeau nous a annoncé, oui, on va donner l'argent, on s'est entendu. Donc je félicite tous les partis, peu importe là, que ce soit libéral, conservateur, Parti québécois, NPD, Parti vert, même s'ils ont juste 3 députés, mais écoutez, bravo là, au moins vous avez voté ce projet de loi-là, vous êtes tenus ensemble parce qu'il faut être solidaire malgré tout. Alors, maintenant, je vais vous parler un petit peu aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est rendu le 3e pays le plus touché par cette crise, malheureusement. Et puis, donc, comme je vous l'ai dit, donc, il y a environ 57 000 cas. C'est vraiment beaucoup. Et en ce moment, ce qui se passe aux États-Unis, c'est que Donald Trump va s'en aller en élection quand même bientôt. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en novembre, Donald Trump va avoir un adversaire qui va venir l'affronter à la présidence. Et pour choisir ça aux États-Unis, ils font ce qu'on appelle des primaires. Alors, le Parti démocrate, qui est un peu l'opposition, si vous voulez, parce qu'aux États-Unis, ça marche pas comme au Canada, c'est très compliqué, c'est un système de points. Alors, les démocrates doivent se choisir un chef pour l'affronter. Donald Trump, qui lui est un républicain, si vous le saviez pas. Donc, il faut qu'ils aient discuté ensemble, dire un peu leur avis sur ça. Et finalement, ils vont élire un chef. En ce moment, il y a 2 gros candidats là, qui retiennent l'attention, Joe Biden et Bernie Sanders. Bon, au début, on croyait que c'était Bernie Sanders qui allait gagner. Finalement, c'est Joe Biden. Je ne peux pas vous parler de ça pour dire qui mène puis tout. C'est par rapport au coronavirus, évidemment, le COVID-19, pour le terme scientifique. En ce moment, il faut que tous les États votent chacun leur tour pour dire, OK, on veut, moi je veux Joe Biden. Non, moi je veux Bernie Sanders. Puis finalement, à la fin, ils comptent les votes et chaque État a un nombre de points. Et le but, c'est d'aller chercher 1991 points. Bon, en ce moment, Joe Biden en a 1215 et Bernie Sanders 910. Mais là, les primaires, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont déplacés à cause du coronavirus. C'était le cas, j'ai vu ça ce matin, que l'Ohio, la semaine dernière, était supposé voter en même temps que la Floride, l'Arizona et l'Illinois. Ces 4 États-là étaient supposés voter tout en même temps. Puis l'Ohio, eux autres, ils ont dit, ben on a trop de cas, fait qu'on reporte le vote au 2 juin. Donc c'est quand même quelque chose... reporter les primaires démocrates, c'est vraiment quelque chose que je pense que personne s'attendait. Mais écoutez, c'est pour le bien de la population en même temps que je pense que fait le parti a pris cette décision-là aussi l'État, car c'est un peu l'État qui a dit non, vous allez pas voter, on va mettre ça plus tard. On espère que le 2 juin, ça soit réglé cette crise-là du coronavirus. Aussi,
Pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est parce que ça pourrait avoir un impact sur la campagne présidentielle. Si le virus continue à se propager puis les États ne peuvent pas choisir de chef démocrate, que là, il n'y a pas d'opposition à Donald Trump ne peut pas rentrer facile de même. Il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui aille l'affronter. Donc, puis Donald Trump peut pas dire, ben ouais, je me présente tout seul, fait que c'est sûr que je serai élu. Non, c'est une démocratie, il faut que tu aies plusieurs choix. Donc, ce qui arriverait, c'est que si, admettons, on n'a pas d'élection présidentielle en novembre, car c'est cédulé le 3 novembre, le vote aussi chez les Américains. Donc, ceux qui détestent Trump, c'est peut-être l'opportunité de voir cet homme quitter. Ceux qui l'adorent, c'est peut-être, adorent, qui trouvent bon, on va dire ce terme-là. Alors, ceux qui le trouvent bon ont peut-être l'occasion de le voir gagner un deuxième mandat. Donc, comme je vous ai dit, le 3 novembre, ils vont aller voter pour ça, mais si ça a un impact et on peut pas aller voter, ce qui va arriver, c'est que peut-être le 20 janvier, à midi, il faut que Donald Trump, lui, il quitte la Maison-Blanche. Donc, s'il est battu, il faut qu'il s'en aille. Bon, s'il est réélu, évidemment, il revient, il fait « Bonjour, je suis de retour pour 4 ans ». Le petit discours qu'il avait fait là, lorsque Obama l'avait serré en main, puis beaucoup de monde trouvait que ça n'avait pas de bon sens. Alors, c'est supposé faire ça. Lui qui va gagner, il est supposé aller le 20 janvier à midi à la Maison-Blanche. Donc, en ce moment, ça risque d'être Joe Biden qui reste dans la fortune de Donald Trump. Si Joe Biden gagne, il va aller voir Trump, puis il va dire « Ben, écoute, je prends ta place, et tout, etc. » Mais là, s'il n'y a pas, exemple, d'élection, on va arriver au 20 janvier, ça va faire que Trump va être obligé de quitter, son vice-président aussi, et ça va être son chef de cabinet qui va prendre sa place. Donc imaginez-vous, là, quelqu'un qui a été choisi juste par le président, qui n'a même pas été élu, que lui va se retrouver président des États-Unis. On l'espère pas, parce que c'est un pays démocratique, puis pour avoir un chef qui n'a même pas été choisi, puis tu sais, en tout cas, ça risque de ressembler à Donald Trump. Donald Trump, ça retourne de gens qui ressemblent. Donc ceux qui l'aiment pas, ben, mauvaise nouvelle, ça risque d'être un style comme ça. Alors, déjà, 20h10, on a fait le tour de mon actualité en 10 minutes. Je suis très content. Maintenant, on va aller en musique. C'était une demande spéciale aujourd'hui de un de mes amis, Jérôme Duchesne, qui m'a demandé, une petite chanson qu'on aime bien, là, tous les deux, là, de Éric Lapointe, n'importe quoi. Alors, je vous fais jouer ça sur les ondes de Radio Tom et au retour, je suis en entrevue téléphonique avec Louis-Philippe Beauchemin, travailleur social à la CNESST. Tu m'avais dit les mots les plus fous qu'on ne croit qu'une seule fois. Tout ce que tu veux, si tu veux tout, je te promets n'importe quoi. Tu m'avais dit les mots les plus doux. Je n'aimerai jamais que toi. Notre histoire ira jusqu'au bout. Tu m'avais dit n'importe quoi pour te plaire. J'aurais pu soulever la terre. J'aurais mis feu à l'enfer. Pour toi j'aurais pu faire n'importe quoi. Je t'appelais dans la nuit pour te dire n'importe quoi. J'avais si peur que tu m'oublies et de n'être plus rien pour toi. Comme si j'étais n'importe qui, n'importe quoi. Tu disais, nous deux, c'est plus fort que tout. Rien ne nous séparera. De notre amour, le monde entier sera jaloux. Tu disais n'importe quoi pour te plaire. J'aurais pu soulever la terre. J'aurais mis feu à l'enfer. Pour toi j'aurais pu faire n'importe quoi. Je t'appelais dans la nuit pour te dire n'importe quoi. J'avais si peur que tu m'oublies et de n'être plus rien pour toi. Comme si j'étais n'importe qui,
marché à genoux jusqu'à la folie. J'ai porté ma croix et pourtant, si ce soir tu revenais chez nous, va savoir pourquoi je croirais encore n'importe quoi, n'importe quoi. Je t'appelais dans la nuit pour te dire n'importe quoi. J'avais si peur que tu m'oublies et de n'être plus rien pour toi. Comme si j'étais n'importe qui, n'importe quoi. Je t'appelais dans la nuit pour te dire n'importe quoi. J'avais si peur que tu m'oublies et de n'être plus rien sans toi. Comme si j'étais n'importe qui. Et on est de retour pour la fameuse entrevue téléphonique de 20h15. Commence à connaître un petit peu le concept, hein, tranquille. Ce soir, on est avec Louis-Philippe Beauchemin. Ça va bien, Louis-Philippe? Oui, toi? Très bien, merci. Alors, bon, excusez-moi, tantôt j'ai fait une petite erreur. Il n'est pas travailleur social, il est technicien social. Technicien en travail social. C'est ça, technicien en travail social, pardon. Avant qu'on commence, tu m'as fait poster sur la page Facebook une vidéo des gens qui chantent en Allemagne une chanson. Pourquoi est-ce que tu as voulu que cette chanson-là, dans le fond, je la partage sur la page Facebook? Oui, ben en fait, là, tu m'avais demandé de choisir une chanson, un peu comme Oui, toutes je vais la les faire autres jouer juste invités. après. Ok, parfait. Ben en fait, c'est une chanson en lien un peu avec l'Italie, parce qu'on voit que l'Italie, c'est eux qui étaient les plus touchés dernièrement. Oui. Puis c'est une chanson très, comment je peux dire ça, très ancrée chez les Italiens, là, parce que dans le fond, c'est une chanson en lien avec la Seconde Guerre mondiale. OK. C'est en fait une chanson qui a été écrite par des résistants qui résistaient aux troupes allemandes là, durant la Seconde Guerre mondiale. Oh. Ils se battaient un peu contre le fascisme, tout ça. Puis ben, c'est devenu par la suite une chanson populaire. Puis maintenant, partout dans le monde, ben, c'est une chanson qui est devenue, comme si on veut, une hymne à la résistance, en fait, là, pour que les gens résistent là, à toutes sortes de choses, que ce soit la guerre, que ce soit, par exemple, le virus, tout ça. Oh. Puis la vidéo que j'ai partagée, en fait, ça vient du The Guardian, OK. qui est un média, on peut dire international aussi, tout ça. Puis c'est des Allemands qui chantent cette chanson-là en solidarité avec l'Italie. Donc c'est pour ça là, ça fait un petit peu référence, comme je t'expliquais, à l'histoire. Maintenant, ben les Allemands, c'est une chanson qui était plus contre les fascistes allemands. Puis maintenant, ben eux, ils s'en servent pour être solidaires avec l'Italie. Donc je trouvais que ça fitait avec la situation actuelle. Bon, parfait. D'ailleurs, c'est la chanson que tu m'as demandé pour que je te présente. Oui. Ouais, parfait. Bon, on va entendre un petit extrait. Je la mets un petit 15 secondes. On y va avec ça. Ciao, ciao, una mattina mi son svegliato ed una mattina mi son svegliato. Oh, ciao, 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 una mattina mi son svegliato ed ho trovato l'invasore. Tu m'as tant donné, j'attends ton retour. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Bon, comme on peut l'entendre, c'est de l'italien. C'est un peu style opéra, dans le fond. Oui, si on veut. Puis ceux qui ont vu aussi la série La Casa de Papel, ben ils vont reconnaître la chanson. Ah, c'est vrai, ça joue, oui. Je viens de m'en rappeler. J'en ai écouté. Oui, ben c'est ça. Ça, c'est un lien un petit peu avec comme j'expliquais, la résistance. Là. C'est bon, parfait. Ben, on va commencer tout de suite avec tes questions. Toi, t'es, Oui. ben, dans le fond, technicien en travail social. C'est quoi le métier un peu un technicien en travail social? Ben, c'est très très vaste en fait. Ok. Moi, ce que j'aime de ce métier-là, au départ, c'est que tu peux travailler vraiment avec plusieurs types de clientèle.
Oui. Tu peux travailler avec les enfants, les adolescents, les adultes, les personnes âgées. Tu peux travailler aussi avec des groupes, avec des familles. Donc, c'est très large. Moi, c'est ce qui m'attirait un peu, là, que je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, mais je savais que je voulais travailler dans le domaine social. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce domaine-là. Puis j'ai fait une technique. En fait, là, la différence, c'est que pour avoir le titre de travailleur social, il faut faire un bac là, à l'université. OK. Parfait, donc ça ressemble à ça. Il y a une deuxième question, ça provient d'un de mes amis qui s'appelle Nathan Dessureau. Il aimerait savoir, parce que lui s'intéresserait au travail, soit travailleur social ou TES, c'est quoi la différence entre un travailleur social ou un TES? Parce que souvent on mélange les deux métiers. Ouais, ben en fait, c'est sûr que les deux se ressemblent beaucoup. Par contre, je te dirais, la bonne différence, c'est que l'éducation, on parle d'éducation spécialisée, si on veut, TES, là. Oui, exactement. Les TES, eux, ils visent plus à améliorer la qualité de vie de la personne qui veut l'aider, puis de ses réseaux. Quand je parle de ces réseaux, là, par exemple, ça peut être sa famille, ça peut être son entourage, ça peut être ses amis, ça peut être aussi où ce qui vit son environnement, dans le fond, OK. au quotidien. Puis le travail social va aussi travailler sur l'individu puis sur l'aspect social, sur l'environnement de la personne. Mais il y a un aspect aussi changement social, changement au niveau de la société aussi. Donc il peut y avoir aussi par exemple la défense de droits, il peut y avoir aussi par exemple là, tout ce qui est intégration sociale, peut travailler aussi dans différents ministères au niveau social si on veut. Donc il est un petit peu plus axé aussi vers l'aspect sociétal. Parce qu'en fait, le travail social, c'est issu de plusieurs idéaux humanitaires puis démocratiques, si on veut. OK. Puis c'est basé sur plusieurs valeurs communes comme le respect, l'égalité, renforcer aussi la capacité d'agir des gens, mais aussi des groupes sociaux. Donc, il y a de l'aspect psychologie, puis il y a aussi de l'aspect sociologie là-dedans. OK. Donc, c'est vraiment un mix des deux. C'est sûr que je m'y connais un peu plus au niveau travail social, plus qu'éducation spécialisée. Ton ami pourrait peut-être aussi aller poser des questions à quelqu'un qui est éducateur spécialisé aussi pour avoir peut-être plus de détails. OK, parfait, c'est bon. Toi, tu travailles à la CNESST? Oui, exactement. Oui. C'est quoi ton rôle là-bas un peu? C'est quoi que tu fais à cet endroit-là? Ben moi, je suis agent d'indemnisation. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je m'occupe des accidentés du travail, surtout ceux qui peuvent avoir des problèmes chroniques ou qui peuvent rester plus longtemps sur la CNESST. La CNESST, c'est une aide là, pour les gens justement qui se blessent au travail puis qui ont besoin là, d'avoir des mesures mises en place avec eux pour les réintégrer au travail. Moi, ce que je fais, c'est que je fais des plans d'intervention avec l'employeur et avec le travailleur. Puis je mets en mesure plusieurs choses. Par exemple, ça peut être, je peux les aider avec trouver un psychologue pour les aider, faire le suivi avec leur médecin, puis regarder avec eux qu'est-ce que je peux faire pour les réhabiliter le plus rapidement possible dans un travail. Si c'est pas leur travail de base, ben d'en trouver un autre avec eux, de vraiment les aider jusqu'à temps qu'ils réintègrent le marché du travail. Ah, parfait. Fait que tu sers à beaucoup de choses, tu sers à faire rouler un peu notre économie avec tout ça, fait que félicitations. Oui, ben c'est sûr que moi je suis un petit peu plus basé sur surtout les derniers temps aussi on remarque ça là, sur l'entraide sociale si on veut. Nous, on est un service un peu, justement pour aider les travailleurs qui ont des accidents de travail, tout ça. Ouais, mais ça rejoint, comme je t'expliquais un petit peu, le domaine social dans le sens que c'est vraiment l'aspect de soutien de la communauté là envers ces gens-là qui malheureusement ont des accidents, puis ça peut arriver à tout le monde, mais c'est ça. On n'est jamais, on est tous à risque, là, ça peut nous arriver. Puis, tu sais, juste pour faire un petit lien aussi avec le domaine social, on travaille beaucoup aussi avec les besoins des gens. Je sais pas si tu connais la pyramide de Maslow. Je sais pas si tu as vu ça à l'école. Je pense que oui. Ça me dit quoi, mais... Ben, il y a plusieurs besoins, tu sais, les besoins de base, les besoins, etc. Fait que, tu sais, nous, par exemple, la CNESST, ben, au niveau des prestations qu'on va assurer un certain salaire, tout ça, ben, ça vient avec les besoins de base. Puis après ça, ben, tu as plusieurs besoins. Par exemple au niveau des besoins sociaux, le besoin d'estime de soi, le besoin d'appartenance, tout ça, le besoin de sécurité, on va travailler là-dessus. Puis après ça, on travaille un peu plus sur l'individu en tant que tel, comment l'aider, comment par exemple s'il y a un accident, ben il y en a souvent ils vont perdre des capacités. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec eux pour justement les aider à faire le deuil de leurs capacités, puis les aider aussi à se motiver parce que il y en a aussi qui ont de la misère à se motiver là, tu sais, quand t'es chez toi puis que tu subis un accident, souvent ça peut être difficile.
Mais moi aussi, mon travail, c'est ça, c'est de trouver des moyens de les stimuler pour justement qu'ils restent actifs, que leur estime de soi reste assez élevée pour être capable de réintégrer le travail. Puis c'est ce qui fait un peu partie aussi du travail social. Mais comme je te dis, c'est un domaine très large. Moi, je travaille plus avec, si on veut, des adultes, des travailleurs, mais il y en a aussi qui travaillent avec des enfants, comme par exemple à la DPJ ou avec des personnes âgées, tout ça. Parfait, ben très intéressant. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui t'appellent parce qu'ils sont stressés ou anxieux par rapport au COVID-19? En général, en général, dans mon travail, j'ai une bonne partie de mes travailleurs puis de ma clientèle en tant que telle qui vit un stress, un certain stress. Oui. C'est sûr que nous, faut dealer avec ça. Excuse-moi l'anglicisme là, faut gérer ça au quotidien. Mais oui, c'est sûr que là, c'est une situation nouvelle. Il y a beaucoup de situations nouvelles qui vont stresser les gens. Donc nous là, c'est sûr que c'est des aider là-dedans, des rassurer, puis de voir avec eux qu'est-ce qu'ils peuvent faire, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Mais oui, il y a un regain de stress, ce qui est normal aussi là. Oui, c'est bon. C'est sûr que c'est du jamais vu, fait que le monde, c'est normal un peu d'être anxieux. Oui, oui, c'est normal, exactement. Toi, comment tu vis ça, la quarantaine, sur le plan plus, je veux dire, personnel? Moi, ça va bien. Écoute, ma vie va très 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 bien. Puis même là, c'est sûr que comment je pourrais te dire ça? Moi, je suis chez moi présentement. C'est sûr que là, j'attends des nouvelles de mon employeur pour voir s'il n'y aurait pas du télétravail de disponible ou autre chose. Okay. Moi, je suis prêt à aider. Je suis prêt à aider le plus possible les gens. Puis je pense que c'est ça aussi là au niveau personnel, ça va bien, puis mon but, c'est vraiment d'aider le plus de gens possible au meilleur de mes capacités. Je pense que en temps de crise, c'est ce qu'il faut faire. Même, c'est ce qu'il faudrait faire tout le temps, mais bon. Ben oui. Voilà. C'est bon, parfait. Qu'est-ce que tu penses comment tu trouves que le gouvernement, dans le fond, gère cette crise-là, un peu, le COVID-19? Est-ce que tu penses qu'il gère bien autant provincial que fédéral? Mettons, commençons par le provincial, comme j'ai fait hier. Ben, moi, ce que j'ai beaucoup aimé du provincial, tu sais, les gens disent beaucoup aussi, le gouvernement Legault, il gère bien la crise, tout ça, puis il est proactif, puis mais ce que je trouve qui ressort aussi de cette crise-là, puis surtout au niveau provincial aussi, on le voit peut-être un peu plus parce que c'est plus proche de nous. Je pense que Legault a beaucoup misé aussi sur l'élan de solidarité, puis sur l'aide que, tu sais, le communautaire, l'aide que les gens s'apportent entre eux. Il a vraiment misé beaucoup là-dessus, puis on voit qu'on a eu une bonne réponse de ça des gens. Puis moi, c'est ce que je trouve bien, là. C'est ce qui fait qu'on gère bien la crise. En fait, là, faut pas oublier que le Québec, tu sais, il s'est bâti sur l'entraide, donc c'est l'entraide aussi qui va nous sortir de ça, là. C'est vrai, ben tu l'as sûrement entendu tantôt, j'ai fait jouer un point de presse où est-ce qu'il dit que faut se tenir ensemble puis continuer à combattre ce virus-là. Puis tu sais, j'ai vu beaucoup d'innovations, même dans ma vie personnelle. Tu sais, je sais pas si tu sais un petit peu, moi je m'intéresse beaucoup aussi à j'ai une imprimante 3D, donc j'aime beaucoup faire des impressions 3D, des choses comme ça. Puis tu sais, je sais pas si tu as vu ça passer dernièrement, mais il y a eu des entreprises puis des particuliers comme en Italie qui ont utilisé leur savoir au niveau de l'impression 3D pour imprimer des appareils respiratoires parce qu'ils ont manqué beaucoup de bouts de plastique, des choses comme ça pour les appareils respiratoires, puis les gens se sont vraiment mis en communauté pour s'aider puis partager justement avec leur imprimante 3D imprimée à fond plein de petites pièces qui permettaient aux gens d'utiliser des appareils respiratoires. Puis là, ils ont même breveté là, rapidement un appareil respiratoire entièrement imprimé en 3D pour sauver des vies. Donc c'est ça qu'on a besoin, c'est vraiment de l'entraide, tout ce qui est l'entraide sociale communautaire, puis on voit que ça fonctionne très bien. Parfait. Puis du côté fédéral, t'en penses quoi? Ben moi je trouve que bon, c'est sûr qu'il y a un petit peu de cafouillage. Ouais. Bon, ils ont tardé un petit peu à mettre des mesures. C'est sûr que bon, il y a l'aspect aussi économique, là. C'est quand même bien qu'il ait mis de l'aide financière pour les gens, mais moi je pense que c'est un petit peu trop tôt pour voir qu'est-ce que ça va donner, mais on suit ça au jour le jour, puis on verra bien. Es-tu content qu'il donne 82 millions pour aider les personnes sur l'assurance-emploi, la loi qui a été votée cette nuit? Oui, ben écoute, je pense que c'est nécessaire. Puis tu sais, il y a beaucoup de gens justement, comme tu m'expliquais tantôt, qui s'inquiètent de ça, tout ça. Fait que tu sais, c'est des rassurés puis de passer ça tout le monde ensemble, la crise tout le monde ensemble. Puis après ça, ben une fois que ça va être passé, ben, de pouvoir se relever. Fait que oui, ça peut être bien là, justement de donner un petit coup de pouce un peu à tout le monde pour que les gens se remettent sur les rails, comme on dit, puis que on puisse après ça, chacun avec des initiatives passer à travers la crise là. Bon ben
Parfait. Ben, merci Louis-Philippe d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Ben merci, ça fait plaisir. Puis C'était très intéressant. ben excellent. Merci Ben, à toi. Puis à la prochaine. Là. Prends soin de toi. Salut. 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 C'était Louis-Philippe Beauchemin, notre invité de ce soir, très intéressant, qui nous a parlé un peu de qu'est-ce qu'il faisait dans son métier de technicien technicien en travail social. Excusez-moi, j'avais un petit peu de misère à le prononcer. Donc très très intéressant. Ça sera pas long. Là, je vais vous reconnecter parce que là on entend les fameux sons de l'ordi. Je vais faire en sorte que vous entendiez juste ma voix. Voilà, c'est réglé. Donc maintenant, je pense que ça sera pas bien long. Fait que, en même temps, je vais en profiter pour vous dire que j'ai une annonce à faire. Hier, j'avais dit qu'il y avait un de mes amis, dans le fond, lui, qui avait été notre invité la veille, Antoine Girard, qui, lui, va devenir un peu un de mes chroniqueurs, chroniqueur de ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui va avoir retenu son attention, des choses qu'il va avoir vues. Ben, je vous annonce aujourd'hui que je vais en avoir un deuxième chroniqueur. Antoine, lui, ça va être les vendredis à 20h30. Ben, les lundis à 20h30, je vais aussi avoir Nathan, qui lui va faire une chronique électronique et cinéma. D'ailleurs, il m'a déjà envoyé là, les plans pour lundi. Puis il va parler beaucoup de cinéma. Donc, Nathan qui va devenir un de mes chroniqueurs lors de l'émission en direct les lundis soirs à 20h30. Donc, aussi les lundis, l'émission se terminera plus tard. Donc, un petit peu plus longtemps. Alors, sur ça, ben, ça met déjà fin à l'émission d'aujourd'hui. Une émission qui a été très très intéressante. J'ai adoré l'animer. Encore merci à Louis-Philippe de nous avoir reçus. Que je rappelle, Louis-Philippe, là, c'est vraiment grâce à lui là, si j'ai le poste de radio. Là, c'est vraiment le fun. Là, lui, ce qu'il fait, c'est plus... tu sais, je veux dire, moi, je fais les mix musicaux, j'enregistre les points de presse, je fais les podcasts. Les podcasts, je vais essayer de les poster sur Facebook. Là, j'ai fait pour les deux derniers jours. J'ai réalisé ça hier soir. Donc, je vais essayer de poster les podcasts sur la page Facebook. Par la suite, donc ça ressemble à ça, c'est ce qui m'étend dans notre émission. Puis demain, on va voir le chanteur country Tommy Paré. Je suis vraiment content d'avoir ce gars-là en direct. Lui, il est en direct de Montréal pour avoir un appel avec et qui va venir nous parler un peu de comment est-ce qu'il vit ça, lui, en tant que chanteur. La crise du coronavirus, comment est-ce qu'il fait ça de chez eux. Donc vraiment content d'avoir Tommy. Puis d'ailleurs, pour que vous appreniez à le connaître, demain, je vais mettre l'extrait d'une de ses chansons à midi sur notre page Facebook. Donc il y a un lien YouTube, donc tout le monde peut avoir accès à YouTube là. Donc à midi, demain, je vais mettre sa chanson Sauvage dans le sang qui va apparaître. Puis demain, je vais vous faire découvrir encore 2 autres chansons de Tommy Paré. Donc sur ça, c'est ce qui met fin à notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci encore à Louis-Philippe d'être venu. Et ben moi je vous dis à demain. Et puis on se retrouve avec Tommy Paré